Cette femme a réussi le grand écart latéral en 7 mois et dans cette vidéo, je vais premièrement analyser son entraînement pour vous expliquer ce qu'elle a fait de bien, ce qui était mauvais et ce qu'il faut changer. Et dans un deuxième temps, je vais vous révéler l'entraînement que je vais vous proposer en premier lieu afin qu'elle puisse avoir des résultats encore meilleurs et plus rapides afin que vous puissiez comprendre comment vous allez pouvoir progresser beaucoup plus rapidement en souplesse et aussi beaucoup plus rapidement par rapport au grand écart latéral. On va commencer par le premier point qui va être une analyse de l'image et j'ai déjà deux choses à vous dire. C'est que premièrement, est-ce qu'on peut réellement atteindre le grand écart en 7 mois? Eh bien oui et non. On va déjà commencer par le non. C'est que à part si maintenant vous faites des méthodes qui sont dangereuses pour votre santé ou à part si maintenant vous avez un patrimoine génétique qui vous permet de progresser rapidement, l'écrasante majorité des personnes ne peuvent pas atteindre ce niveau-là en 7 mois. Bien sûr, ça dépend de plein de facteurs comme votre niveau d'entraînement, votre âge, votre sexe, etc. Mais généralement, pour réussir le grand écart latéral, ça va nous prendre plusieurs années. Et deuxièmement, ce qui est important aussi à signaler, c'est que quand on regarde cette photo, on se rend compte que par rapport à l'avant et l'après, l'angle n'est pas le même. Ça se voit aussi par rapport à la jambe qui essaie d'aller en extension ou par rapport à la jambe arrière où on essaie vraiment de la ramener le plus en arrière possible. Et on voit qu'elle est clairement pas à sa souplesse maximale. C'est-à-dire que l'angle par rapport à son tronc est pratiquement le même que comme si elle était debout. Donc on voit bien qu'elle n'essaie pas d'aller à son max. Ça se trouve, lorsqu'elle fait le grand écart, elle nous montre son grand écart après échauffement et que son avant a été fait à froid, sans échauffement, et on sait très bien que lorsqu'on est échauffé, on a accès à davantage d'amplitude musculaire. Donc voilà, ce qu'on voit ce genre de photos, c'est toujours des choses à remettre en contexte. On a d'habitude davantage tendance à en parler par rapport aux transformations musculaires. Ah tiens, cette personne qui était maigre ou grosse qui devient d'un coup ultra musclée. Mais on a tendance à moins en parler concernant le travail de souplesse, raison pour laquelle je préfère commencer par cette base-là. Maintenant que cette base est posée, on va passer au deuxième point qui va être l'analyse de l'entraînement en tant que tel. Alors pour effectuer cette analyse d'entraînement, j'ai pris des notes, du coup de temps en temps je regarderai mes notes, de temps en temps je regarderai vous et c'est comme ça que je vais faire cette vidéo. Alors le premier point qu'elle nous partage, c'est que pour atteindre ce niveau de souplesse, elle a effectué du yoga. Et le yoga, c'est une pratique qui est très intéressante, qui a fait progresser énormément de personnes, mais pas tout le monde arrive à progresser avec le yoga. Et le yoga est une pratique qui est assez limitée en termes de gain de souplesse pour plein de raisons différentes. J'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet-là. Néanmoins, je vais vous en repartager trois. C'est que premièrement, même s'il existe différents types de yoga, j'en suis conscient, il existe aussi différents types de postures, certes. Néanmoins, le yoga est une pratique qui est très statique, qui n'est pas dynamique. Et donc c'est dommage de ne pas avoir accès à cette modalité-là dans la mesure où beaucoup de méthodes de souplesse qui sont excellentes utilisent justement des modalités qui sont dynamiques. Donc c'est dommage d'avoir seulement accès à cette position statique, surtout que aussi lorsqu'on reste toujours dans le même angle, c'est-à-dire lorsqu'on fait du travail isométrique, concernant les gains de force, on va seulement les gagner principalement dans l'angle dans lequel on travaille, ce que nous montre la littérature scientifique. Et donc lorsqu'on veut réellement avoir une souplesse et une force, parce que là on a de la force, on doit créer de la souplesse, et là on a de la souplesse, il faut créer de la force pour pouvoir utiliser cette souplesse, et à ce moment-là, justement, on veut avoir cette force, cette souplesse dans plein de degrés différents, ce qui n'est pas vraiment le cas avec le yoga. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les modalités de souplesse travaillées sont très restreintes. C'est-à-dire qu'il existe différents types de souplesse, 5 ou 6 en fonction des auteurs, sauf que généralement en yoga, on va pas beaucoup les mélanger. Et moins on va les mélanger, moins on aura tendance à progresser rapidement et surtout ça laissera de côté certaines personnes qui arriveront que à progresser avec une ou deux modalités, un ou deux types de souplesse et pas trop par rapport aux autres. Ça marche? Donc ça aussi c'est quelque chose d'important à garder en tête. Et troisième point, même s'il en existe plein d'autres également, mais ça c'est les 3 points les plus importants, c'est que l'intensité n'est pas assez élevée. Et si on veut progresser rapidement, il faut qu'il y ait une certaine intensité. C'est comme lorsqu'on fait du travail de force ou du travail de musculation, on sait qu'on ne va pas travailler avec la même intensité. Ça marche parce que chaque objectif sportif donne lieu à une certaine intensité, à un certain volume, c'est-à-dire le nombre de fois on va répéter cette intensité, et aussi une fréquence, c'est-à-dire le nombre de fois on va répéter ce module dans la semaine, typiquement le nombre de séances que vous allez faire. Ça marche?
Donc ça, c'est des choses importantes à garder en tête. Après, le deuxième point, c'est qu'elle nous parle de sa fréquence d'entraînement. C'est-à-dire qu'au début, elle nous dit qu'elle commençait à faire des étirements tous les jours et qu'au bout d'un moment, elle a commencé à seulement aller à l'amplitude maximale pendant une séance, laisser quelques jours de repos, recommencer, et ainsi de suite. Et c'est très bien qu'elle dise ça, et c'est quelque chose que je vous dis littéralement depuis plus de 5 ans là, maintenant sur ma chaîne, c'est que le volume et la fréquence va être lié en fonction de l'intensité. Ça marche, c'est-à-dire que si maintenant mon idée de la souplesse est simplement d'attraper mon pied et de rester longtemps dans cette position-là, ce qui est une très très mauvaise modalité de souplesse si vous voulez progresser rapidement, et bien sûr là il y a zéro intensité. Et vu qu'il y a zéro intensité, on est obligé de compenser ce manque d'intensité en faisant des étirements qui sont ultra longs ou en faisant des étirements qui sont tous les jours. Et logiquement, plus l'intensité va être élevée et donc plus on va réellement arriver au maximum de notre souplesse, et plus on aura besoin de repos avant de pouvoir à nouveau effectuer ce travail. C'est la raison pour laquelle moi qui suis comme quelqu'un de très souple là maintenant alors que je n'étais pas du tout souple dans le temps, je m'entraîne m'assoupler juste 1 à 2 fois par semaine et c'est amplement suffisant pour avoir d'excellents résultats. Et donc c'est bien qu'elle parle du fait qu'elle a changé sa fréquence d'entraînement. Autre chose qui est bien par rapport à ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle sait pertinemment les muscles qui sont travaillés. C'est-à-dire que lorsqu'on veut faire un grand écart latéral, on a premièrement la flexion de hanche par rapport au devant, c'est-à-dire la flexion de hanche, notre capacité à rapprocher notre torse de nos jambes ou nos jambes proches de notre torse, ça c'est la flexion. Et derrière, on a l'extension de hanche aussi qui va être du coup le mouvement opposé. C'est donc si maintenant je vais avoir une bonne flexion de hanche, mes extenseurs doivent être suffisamment souples parce que s'ils sont trop rigides, je ne peux pas aller en flexion. Pareil, je ne peux pas aller en extension si mes fléchisseurs sont trop rigides. Donc, qu'est-ce qui va m'empêcher notamment d'aller en flexion d'hanche? Ça va être du coup tout ce qui me permet de faire l'extension d'hanche, comme par exemple les ischios. Et qu'est-ce qui va me limiter mon extension de hanche? Ça va être tout ce qui est fléchisseur. Et donc là, ça va être gagner de la souplesse au niveau des quadriceps, au niveau du psoas. Et donc, elle travaille vraiment les bons groupes musculaires et ceux que vous devez garder en tête lorsque vous travaillez ce mouvement-là. Autre point que je souhaite aborder, c'est que par rapport aux exos qu'elle effectue, elle fait des exercices comme par exemple la pyramide pour travailler la flexion de hanche, pour travailler l'extension, elle fait l'exercice du lézard, mais ça, même si ces mouvements sont très intéressants en tant que tels et clairement lui ont fait progresser, mais ça ne va pas être le cas pour beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que premièrement, ces modalités-là sont beaucoup trop passives. Et ce que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'on pense à la souplesse, l'écrasante majorité des gens pensent qu'on va augmenter la longueur d'un muscle, mais ce n'est pas vraiment le cas. Même s'il y a des modalités musculaires, la plupart des choses qui font qu'on devient souple se passent au niveau du système nerveux. C'est-à-dire que notre système nerveux nous donne de plus en plus de souplesse au fur et à mesure du temps. La raison pour laquelle il fait ça, et la raison plutôt pour laquelle il bride notre souplesse en premier lieu, c'est parce qu'il a peur qu'on se blesse, ok? Et du coup, il met plein de mécanismes en jeu, comme par exemple le réflexe myotatique, c'est-à-dire la contraction d'un muscle en réponse à son étirement. Et du coup, tiens, t'étires trop le muscle, vas-y, je le contracte pour que tu ne l'étires pas davantage. Il y a énormément de mécanismes qui sont mis en jeu pour nous empêcher d'être souple. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on fait que du travail de souplesse passif? Certes, ça va être intéressant parce que à force de rester dans cette position, on envoie le message suivant au système nerveux qui est hey, je reste longtemps dans cette position-là, hey, c'est pas dangereux, je me suis pas blessé, peut-être que tu pourrais me donner davantage d'amplitude. Et votre système nerveux se dit ouais, ok, vas-y, tu as raison, je te donne davantage d'amplitude. Néanmoins, ce qui est également très intéressant à faire, et même plus intéressant si vous voulez avoir une démarche qui est fonctionnelle, beaucoup plus intéressant, c'est de créer de la force. Parce que si vous avez de la force, votre système nerveux sait que cette position elle est sécurisante. Elle ne serait pas sécurisante si je n'avais pas le contrôle de cette position. Et j'ai le contrôle parce que j'ai de la force. Du coup, je peux donner davantage d'amplitude musculaire. Et vu que cette souplesse est liée à de la force, on pourra davantage l'utiliser dans les sports. Parce que même si cette femme arrive à faire le grand écart, je serais très étonné qu'elle arrive à utiliser ce grand écart en sautant. Parce que c'est une modalité de souplesse qui est différente. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est pas simplement être souple pour être souple, parce que ça ne va pas servir à grand chose. Ce qui est intéressant, c'est d'être souple pour pouvoir mieux bouger, avoir un corps qui est plus fonctionnel, qui sait faire des choses. Parce que si on est juste souple pour être souple et que notre corps sait rien faire, à quoi ça sert? C'est comme juste être musclé et finalement on sait littéralement rien faire avec notre corps, comme ces bodybuilders qui ne sont même pas capables d'effectuer une roulade avant alors qu'ils sont si musclés. Donc voilà, donc c'est pour mettre les choses en perspective, bien sûr. Juste être souple en tant que tel, ça apporte des bénéfices, comme juste être musclé, ça apporte des bénéfices, comme par exemple l'augmentation de l'espérance de vie.
Donc j'essaie pas de diaboler ces pratiques-là, j'essaie simplement de vous dire, ah ben tiens, il existe également autre chose, ok? Et donc lorsqu'on fait que du travail passif, eh ben on va grandement limiter les gains qu'on peut espérer à travers le travail de souplesse. Donc ça c'est le premier point par rapport à ça. Le deuxième point c'est que il n'y a pas assez d'isolation. Et ce qui est important c'est que lorsqu'on fait du travail de souplesse, c'est bien de isoler certains muscles spécifiques qui peuvent nous poser problème. Donc là c'est bien, on travaille dans une démarche qui est polyarticulaire, c'est très intéressant, mais c'est aussi bien par exemple si on veut avoir une bonne extension de hanche, eh bien il faut avoir des quadriceps qui sont ultra souples. Et c'est dur d'avoir des quadriceps ultra souples si à chaque fois on étire nos quadriceps avec d'autres muscles et encore d'autres muscles. Et donc c'est bien de les isoler et faire donc des exercices spécifiques par rapport à ça, ok? Donc le manque d'isolation est très problématique et plus vous êtes capable d'isoler un muscle, plus vous allez le faire progresser rapidement et donc plus vous allez être souple. Et le troisième et dernier point que je voulais dire par rapport du coup aux exercices qu'elle a choisis, c'est qu'ils ne sont pas aussi assez spécifiques. Même si par la suite elle aime finir sa séance avec un peu de travail de grand écart, notre corps s'adapte de manière spécifique. Si vous faites des tractions, vous devenez bon en traction et pas en pompe, ok? Et vice versa. Si vous devenez bon, par exemple par rapport à votre souplesse d'un muscle, vous n'allez pas forcément gagner en souplesse par rapport à l'autre muscle, ok? Le corps s'adapte de manière très spécifique. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est essayer de passer le plus de temps dans ces positions spécifiques-là. Parce que plus on va être spécifique dans notre entraînement, plus on aura des résultats spécifiques et plus on progressera rapidement parce qu'on travaille justement ces spécificités-là. C'est-à-dire que si vous voulez travailler votre grand écart, vous devez travailler votre grand écart régulièrement, ce qui n'a pas l'air d'être tellement le cas là maintenant par rapport à l'entraînement qu'elle a effectué. Je ne mets pas en cause ses résultats, elle a eu de très bons résultats. J'essaie simplement de vous dire pourquoi, pour beaucoup de personnes, ce genre d'entraînement, non seulement ne leur permettront pas d'avoir leur grand écart en 7 mois, mais risque de ne pas leur permettre d'avoir un grand écart du tout. Ok? Et donc ça, c'est quelque chose d'important à garder en tête. Autre point, et je vais tourner la page. Ça va être concernant le protocole qu'elle a utilisé. C'est-à-dire pour chaque exercice, qu'est-ce qu'elle a fait exactement avec cet exercice. Et elle, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle a fait 2 rounds de 10 respirations. Et ça, c'est même si je comprends pourquoi elle utilise des respirations, pour elle, c'est plus intéressant que les secondes parce que la respiration est importante en souplesse, excessivement vrai, c'est important en yoga, excessivement vrai, mais pourquoi c'est une mauvaise idée de penser en termes de respiration? C'est parce que ce n'est tout simplement pas assez précis, ce n'est pas objectif. Et le plus important, peu importe la qualité physique que vous allez travailler, ça va être toujours la surcharge progressive, c'est-à-dire séance après séance, semaine après semaine ou cycle après cycle, augmenter progressivement l'intensité de vos exercices afin que votre corps continue à s'adapter pour pas que vous vous retrouviez à ne pas progresser pendant plusieurs mois et à être sur des plateaux, ok? C'est exactement ce qu'on veut éviter. Et donc, ceux qui se mesurent progressent et plus on va être précis dans nos entraînements, plus ça va être facile de mettre en place une surcharge progressive et de faire en sorte que notre corps continue à s'adapter continuellement au stimulus auquel il est confronté. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et donc là, ce qu'elle nous propose, c'est tout simplement pas assez précis. Et elle nous parle ensuite de l'importance également des sensations. Et c'est sûr que se connecter à son corps, avoir de bonnes sensations, c'est quelque chose qui est très important pour avoir une bonne liaison avec notre corps. Ça, il n'y a aucun doute. J'ai fait énormément de vidéos à ce sujet, c'est sûr. Par contre, ce que nous montre la littérature scientifique, c'est que en vérité, ce degré finalement d'interoception ne va pas jouer un si grand rôle dans nos performances. Et comme le dit aussi Emmett Lewis, qui est un des meilleurs coachs de souplesse du monde, c'est un coach britannique et j'ai pu avoir l'occasion de l'interviewer sur ma chaîne. Certains d'entre vous ont sûrement déjà vu l'interview, mais lui ce qu'il dit c'est que les sensations ne sont pas importantes parce que de temps en temps on peut faire, enfin pas de temps en temps, non, on fait un mouvement si le mouvement respecte certains principes biomécaniques, principes généraux et spécifiques par rapport à votre corps. Si vous mettez en place les bonnes intentions, comme par exemple une intention, c'est comme si vous faites des arts martiaux et que vous frappez, généralement votre prof va vous dire n'essaie pas simplement de frapper, essaie de frapper à travers la personne. Et donc c'est simplement
l'intention qui change, mais cette intention change le résultat. Et du coup, deux personnes peuvent faire la même frappe. Visuellement, c'est la même chose, mais en termes de résultat, la personne qui a l'intention de frapper à travers l'autre personne, eh ben, frappera plus fort. Et donc pour la souplesse, ça va être la même chose. Donc on veut respecter les principes biomécaniques, on veut respecter les intentions. Et si ces choses-là sont respectées, eh ben, le fait qu'on ne sent pas l'étirement, je sens pas l'étirement de ma jambe à ce moment-là, eh ben, c'est pas grave parce que votre jambe s'étire. Hein. C'est-à-dire que biomécaniquement, vous mettez dans des positions, l'étirement aura lieu, vous n'avez pas besoin de sentir que votre jambe s'étire pour être étirée. Il y a des personnes, et ça vous pouvez facilement aussi faire des recherches là-dessus en dehors de la littérature scientifique, mais des personnes par exemple qui ne sentent plus leurs jambes à cause d'un accident, eh ben, lorsqu'ils s'étirent, parce qu'ils font des étirements, eh ben, ils gagnent quand même en souplesse. Pourtant, ils ont zéro sensation au niveau de leurs jambes et ils gagnent en souplesse. De la même manière qu'ils peuvent gagner en force, ils peuvent gagner en masse musculaire, mais ils ne sentent pas leurs muscles. Parce que la sensation n'est pas obligatoire pour progresser et la sensation n'est clairement pas le meilleur vecteur de progression en ce qui concerne la souplesse. C'est les principes biomécaniques et les intentions qui sont réellement importants en termes de progression. Donc, pour votre propre pratique personnelle, pour créer une bonne liaison avec votre corps, oui, faites très attention à vos sensations. C'est extrêmement important d'être conscient, mais c'est pas ça qui va faire la plus grande diff en termes de performance. Et c'est pour ça aussi qu'il faut avoir, même s'il faut être très ouvert d'esprit, il faut aussi être capable de reconnaître ce que dit la littérature scientifique et mettre ça en place parce que c'est vraiment ça qui va nous faire le plus progresser. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à votre protocole, par rapport à son protocole. Et donc, on va un peu essayer de clore ça en vous disant l'entraînement que moi j'aurais conseillé. Et moi ce que j'aurais conseillé, c'est de faire 6 exercices par séance, donc 3 exercices par fonction. Donc, comme on l'a vu pour le grand écart latéral, on a la flexion de hanche, on a l'extension. Donc, 3 exercices qui vont davantage concerner la flexion et 3 exercices qui vont davantage concerner l'extension. Donc, moi, ce que je ferais, c'est comme je l'ai dit, 1 à 2 séances par semaine en fonction de votre récupération. 2 séances par semaine, c'est parfait pour progresser. De temps en temps, on n'arrive pas suffisamment bien récupérer pour faire ces 2 séances-là. C'est pour ça que, voilà, une semaine, 2 séances, une semaine, 1 séance, et ainsi de suite. Vous pouvez jongler entre ces 2 choses-là. C'est amplement suffisant pour bien progresser. Et donc, en quoi consisterait réellement une séance selon moi? Eh bien, premièrement, par un exercice de souplesse spécifique. Donc, par exemple, si maintenant on va travailler la flexion de hanche. Donc, par exemple, j'aurai un exercice de souplesse pour tout ce qui est ischio. À mon sens, un des meilleurs exercices que vous pouvez faire, c'est les Jefferson Curl. Donc, je vais faire des Jefferson Curl. Imaginons 4 séries de 10 répétitions avec 30 secondes en amplitude maximale à chaque fin de série. Ensuite, je vais prendre un exercice de force. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'avoir accès au réflexe d'inhibition réciproque. C'est un nom qui est compliqué, qui veut expliquer quelque chose qui est à vrai dire simple. C'est-à-dire que si maintenant je contracte à fond mon biceps, et bien pour ça, mes triceps sont obligés de se relâcher. C'est-à-dire que je ne peux pas contracter un muscle sans que son antagoniste se relâche. Okay, ce qu'on appelle le réflexe d'inhibition réciproque. Quand un muscle se contracte, l'autre se relâche. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si je veux avoir plus de souplesse au niveau des ischios, ça voudra dire que si j'arrive à bien contracter ces antagonistes et donc tout ce qui va nous permettre la flexion comme les quadriceps et les psoas, si je contracte à fond ces muscles-là, mes ischios vont davantage se relâcher. Donc plus je serai fort au niveau de mes quadriceps et mon psoas, et bien plus ma flexion de hanche va s'améliorer, notamment parce que j'aurai plus de contrôle moteur et aussi parce que mes ischios vont davantage se relâcher. Donc un exercice de souplesse, c'est important, un exercice de force, c'est important, et un exercice spécifique. Donc par exemple, aller en position de grand écart latéral de manière active et essayer de créer, de descendre le plus possible et afin de créer à la fois de la force et de la souplesse dans cette amplitude-là. Ça marche? Donc c'est ce que je vous proposerai comme type d'entraînement. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Et sur un programme qui prend en compte justement ce genre de choses et qui vous explique précisément comment vous pouvez gagner en souplesse, mais également comment vous allez pouvoir développer votre force, votre vitesse, votre endurance, votre coordination. Un programme qui mélange à la fois théorie et pratique pour que non seulement vous puissiez créer vos propres entraînements, mais que vous ayez également les entraînements que vous pouvez suivre là maintenant et ce pendant plusieurs années. Et tout ça dans une démarche de mouvement, donc comment mieux bouger avec notre corps, pas simplement être souple pour être souple ou être fort pour être fort. C'est le premier lien dans la description, c'est une formation qui est vraiment excellente, qui est très longue et très complète et je vous souhaite une bonne journée. Bye.